est-ce que vous pouvez partager avec nous vos réactions face à ce que vous avez entendu aujourd'hui? Vous décidez sur quoi vous voulez réagir. Est-ce que vous voyez aussi des leçons à tirer pour les forces progressistes au Québec, surtout qu'une réforme du régime au Québec est à venir, peut-être même plus tôt que tard? Aussi, est-ce que vous avez des réactions par rapport à la situation en Ontario, par exemple, par rapport à la sous-indemnisation ou encore la non-indemnisation des travailleuses et travailleurs à temps partiel victimes de lésions professionnelles, ou encore par rapport à la procédure parallèle disponible via le Tribunal des droits de la personne pour la mise en œuvre de l'obligation d'accommodement, sachant que l'accessibilité à ce régime est menacée par le gouvernement Ford actuellement. Moi, ce matin, j'ai bien aimé la partie sur le débalancement de pouvoir. Je pense que c'est dans la première présentation qu'il y a un peu là-dessus. Effectivement, c'est quelque chose que moi, je remarque au quotidien. Débalancement de pouvoir, pas juste à cause du préjugé que j'estime favorable envers la CSST, envers les employeurs, mais aussi en termes de moyens financiers. Souhaitez pas au Québec être atteint d'une maladie pulmonaire. Oui, il y a la table des présidents, le comité spécial, etc. Mais si vous rentrez en contestation et que vous êtes un travailleur puis que vous voulez vous trouver un pneumologue qui va accepter de rendre une expertise et de venir témoigner, bonne chance. Si vous êtes un employeur, appelez Paolo Rienzi, il va se faire un plaisir d'accepter le mandat et de venir témoigner devant le tribunal. Et là, je parle, en cancer, essayez de vous trouver un toxicologue. Dernière étude que j'ai fait faire, ça a coûté 12 000 $. Et là, nous autres, on est un syndicat, 52 000 membres au Québec, mais pour bien du monde, 12 000 $ juste pour avoir un rapport du toxicologue qui va venir dire oui, il y a un lien entre ça et un possible cancer de la vessie. Et puis là, je ne suis même pas avec l'oncologue, je suis juste au niveau. Donc, ça fait en sorte, pour moi, c'est un gros problème. Et ce que je vois, c'est que beaucoup de travailleurs, à cause de tous ces phénomènes-là, puis ce débalancement, renoncent tout simplement à leurs droits. On a beau leur dire, ben voici, on peut faire ça. Ah non, ça va être trop long, j'ai pas l'énergie. Oui, mais tu vas être d'une pire situation, peut-être vaut mieux faire la... Ah non. Et cette renonciation des droits-là, moi, c'est très problématique. J'ai aussi, je l'ai dit tantôt, mais je reviens là-dessus, toute la question du travail précaire. Nous, dans un milieu syndiqué, on voit moins, mais ça m'interpelle beaucoup parce qu'effectivement, quand on constate les problèmes qu'on vit, on peut s'imaginer que ceux qui ont peu de représentation, voire pas du tout de représentation, sont complètement laissés eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé bien apprécié dans la présentation d'aujourd'hui. Oui. Pour ce qui est des coûts de la défense, moi, je pense que c'est une responsabilité syndicale. Nous, on a les moyens syndicalement de faire avancer le droit. Et je pense qu'il faut continuer à mettre l'argent nécessaire là-dedans. On soutient des causes, puis même, en tout cas, moi puis Daniel, entre autres, une cause qui n'a rien à voir avec nos organisations syndicales, et nos organisations syndicales soutiennent des causes. On va payer les frais, et c'est notre responsabilité, là, quand on peut le faire, parce que c'est vrai que un travailleur ordinaire ne peut pas se payer. Il peut pas se payer un médecin qui va venir et qui va coûter 10 000 $. C'est impossible. Pour ce qui est des pneumologues, bien, ça c'est sûr, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Ils sont soit sur les comités ou bien ça n'existe pas. Mais au-delà de la difficulté, moi, je pense que, comme organisation syndicale, on a une responsabilité de faire avancer le droit, puis la recherche médicale là, pour aider les autres travailleurs accidentés. Sur la précarité, bien, tout ce que j'ai entendu ce matin, on a beau être dans des organisations syndicales, on en a des travailleurs précaires. On en a. On en a du monde à temps partiel. Puis on en a du monde à contrat. Ça, c'est évident. Fait que ça nous interpelle aussi parce qu'on en a de ce genre de ces travailleurs-là. Là. Puis c'est pas parce qu'on est une organisation syndicale qu'on n'a pas. Pour ce qui est d'une réforme du régime, quelle question. Il y a eu plusieurs tentatives de réforme du régime. Où ça a été difficile parce que on voit tout de suite les forces là, la CNESST de son côté, les employeurs, les syndicats, et on n'arrive jamais à avoir des ententes parce que les employeurs visent
la sous-indemnisation, on s'entend, et autre chose. Il vise aussi les fondements même de la loi, entre autres la priorité du médecin traitant. On le voit dans... Bon, la CNESST, elle, tente de régler ses problèmes administratifs. C'est toujours, en tout cas, pour moi, quand on annonce une réforme du régime, je trouve ça toujours bien, bien inquiétant. J'ai toujours peur, j'ai toujours l'impression qu'on va plus perdre que gagner dans les réformes. On a eu le projet... Hein? Surdité, oui. Fait que tout le monde ne sont pas au courant, là. Mais on le voit, là, on est sur des comités, là, puis on voit, là, parce que s'ils ne sont pas capables de le faire dans une réforme, ils tentent de le faire par la réglementation. Les attaques, ils viennent de partout, tu sais. Fait que une réforme du régime, on a beau avoir toutes les forces progressistes, là, c'est un combat difficile. Puis je pense qu'il faut, ça c'est Catherine qui m'a montré ça, faut que tu leur donnes un petit peu à manger, là, puis tu te mets pas le bras là-dedans, là, tu leur donnes un petit peu d'affaires là, pour fermer les dossiers, pour qu'on en parle le moins possible. Fait que sur une réforme possible, c'était mon opinion. Il y avait beaucoup de choses aujourd'hui, alors j'ai pris toutes sortes de notes. Je vais commencer par l'affaire Caron, parce qu'on a quand même entendu parler beaucoup aujourd'hui. On en parle de façon comme un gain, et moi je pense qu'effectivement c'est un gain, mais dans tout gain, il peut avoir des effets un petit peu dangereux. Et chez nous, ça nous préoccupe beaucoup. Parce que on le voit sur le terrain, un employeur qui veut se débarrasser d'une travailleuse ou d'un travailleur accidenté, là, vous avez beau l'obliger, vous avez beau dire tu vas adopter des accommodements raisonnables, on sait ce qui va se passer parce qu'on l'a vu régulièrement, c'est que l'employeur va se soumettre, va dire oui, OK, on patente une belle chose, et dans 6 mois, comme par hasard, c'est-à-dire après les délais, c'est-à-dire la présomption de congédiement illégal, cette personne-là va se retrouver tout nue dans la rue sans avoir eu accès à aucune mesure de réadaptation. Et donc, c'est sûr que quand on n'a pas un rapport de force, quand on a une organisation syndicale, on peut gérer ces affaires-là. Hein. On peut dire au patron, regarde, il y a des règles, puis tu vas les respecter. Quand c'est une travailleuse ou un travailleur tout seul dans une entreprise, puis qui sent que le boss ne veut pas, tu vas vivre l'enfer. Alors, donc, nous, on n'a pas encore vu d'effet au niveau de la CNESST. C'est sûr qu'il va en avoir à un moment donné. Là, la CNESST va être obligée de se réorganiser, mais ça nous fait peur. On est content que les organisations syndicales aient gagné ça, mais en même temps, on ne connaît pas l'avenir. Mais connaissant la CNESST, on sait qu'ils vont tordre ça pour faire en sorte que les gens vont se retrouver sans réadaptation, hein, parce que c'est ça que ça fait. Hein. Si vous retournez chez l'employeur, puis il y a 2, 3 petites mesures peut-être de recyclage, là, puis on t'adapte un poste, tu n'as pas droit de la formation, tu n'as pas droit à rien. Et après ça, 6 mois plus tard, tu te retrouves sur le marché du travail avec rien. Alors, c'est pour l'affaire Caron. Je veux la présentation de Stéphanie, je l'ai trouvée très intéressante. On participe d'ailleurs à la recherche, pas en tant que partenaire, mais en tant... D'ailleurs, je pense qu'il y a 4 recherches où on a collaboré aujourd'hui, là. Je veux quand même souligner que tout ce que j'ai entendu, on le vit effectivement au Québec, mais dans notre recherche, ce qui nous avait surpris, parce que c'est sur un bon nombre d'années, mais ça reflétait ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y avait 52 travailleurs qui n'étaient pas nés au Québec dans notre échantillon, environ le quart. Et il y en a plusieurs là-dedans qui avaient des problèmes sérieux de langue et aucun n'a eu droit à des cours de langue, même quand ils le demandaient. Et souvent, ces gens-là, aujourd'hui,
ils ont été déclarés inemployables par le CNESST parce qu'on dit non, on ne veut pas te payer de formation, on détermine un emploi convenable qui n'est pas convenable, on le sait. La personne non syndiquée doit aller au tribunal, on l'accompagne, on gagne son dossier, le dossier revient et ça bombe comme ça 2-3 fois et après 3, on s'est rendu, dans les participants de la recherche, il y en a un qui s'était rendu au 4e emploi convenable. Et là, à un moment donné, ben, la CSST dit, ben là, ça fait 7, 8, 10 ans, tu n'es vraiment plus réadaptable, on va te payer jusqu'à 65 ans. Alors, je voyais une citation là, d'un monsieur ce matin, je ne sais pas c'est qui, mais où on voyait que oui, tu es déclaré inemployable, est-ce que tu es content? Ben non. Hein? Alors, c'est ça aussi, là. Et donc, les problèmes de langue, si la CNESST s'en occupe pas, on va vers ça. Ou bien ces gens-là vont être déclarés inemployables, ou bien ils vont finir leur vie sur l'aide sociale. Et donc là, c'est les programmes sociaux généraux qui vont payer. Donc, tout à fait pertinent comme présentation. Je sais, il me reste combien de temps? 2 minutes? Bon, OK. Sur les frais de représentation, parce qu'on parle de réforme, on parle de toutes sortes de choses, je vais quand même souligner que ce que j'ai entendu aussi, évidemment, travailleurs non syndiqués, frais d'expertise, frais de représentation, nous, on vit ça à toutes les semaines, là. Des gens où on dit, ce serait mieux que tu sois représenté pour aller au tribunal, puis les gens, souvent, d'ailleurs, c'est le choix qu'on a à faire, les gens qui ont de la difficulté à parler français, qui doivent presque être représentés devant le tribunal, mais le litige, c'est un litige médical. Puis là, ils disent, écoute, moi, là, je pourrais emprunter tout ça, mais disons 2000 $. Je ne peux pas me payer un avocat et une expertise en même temps. Qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Puis là, il dit, je vais choisir l'avocat, il va parler pour moi. Mais nous, on dit, oui, mais c'est parce que l'avocat, il n'inventera pas de la preuve. Hein? Alors, nous, là, on a à dealer, entre guillemets, avec ça régulièrement. Et donc, c'est un problème majeur. Et moi, je le souligne, nous sommes au Québec, hein, une province totalement distincte sur plein d'éléments, mais au niveau des victimes de lésions professionnelles, c'est la seule province au Canada qui n'offre pas un service payé à même les cotisations patronales du régime d'indemnisation, un service indépendant qui relève du ministère du Travail, de bureaux de conseillers de travailleurs, qui représentent du monde qui ne sont pas syndiqués, qui n'ont pas les moyens d'aller devant le tribunal, mais un régime indépendant du régime d'aide juridique. Parce qu'on comprend, l'aide juridique existe, là, mais avec les règles de calcul très, très serrées, on n'a pas grand monde, nous, qui ont accès à l'aide juridique, même s'ils ne travaillent pas et qu'ils n'ont aucun revenu. Hein. Et donc, ça, c'est sûr que dans un élément de réforme, ce serait quelque chose d'important pour, je le rappelle, 60 % du monde au Québec là, qui ne sont pas syndiqués. Et je veux juste, parce que j'ai plein de choses à dire, j'ai entendu ce matin une question sur le racisme. Est-ce que vous sentez qu'il y a du racisme à la CSST ou chez les intervenants? Moi, je ne parlerai pas de racisme, mais ce qu'on constate, nous, en pratique, et on l'a vu dans notre recherche, on a une section là-dessus, c'est que les travailleurs et travailleuses immigrants ont un traitement différent à la CNESST. Ils n'ont pas le droit au même type de stage. Ils n'ont pas le droit, quand ils ont droit, là, au même type de ressources, par exemple, d'orientation professionnelle. Hein? Ces gens-là, c'est extrêmement rare qu'ils vont avoir droit, accès à un orienteur professionnel diplômé. Ces gens-là, habituellement, on les envoie à ce qu'on appelle des conseillers en emploi, c'est-à-dire du monde qui n'ont aucune formation professionnelle, qui sont là, puis ils disent, bien, regarde, j'ai sorti ça, là, 3-4 descriptions d'emploi, lequel tu choisis, puis tu serais bon là-dedans, là, puis je vais te donner un coup de main. Ces gens-là, évidemment, ont à peu près jamais droit à de la formation.
Et donc, nous, on le voit, il y a un traitement différent pour les travailleurs et travailleuses immigrants. Puis, ce n'est pas juste une question de langue. Je pourrais en dire longtemps. Alors,